L'Europe, l'Occident et ses menaces. Interview de David Engels conduite par Edgar Bug. D'origine belge, David Engels a été formé en Allemagne et nommé professeur d'université en histoire romaine à l'Université libre de Bruxelles en 2008. Il a émigré en Pologne en 2018 où il travaille pour l'Institut Zachodny et publie régulièrement sur la politique et l'histoire culturelle dans une série de revues. Vous trouverez un lien vers la carte en haute définition dans la description de la vidéo. Fasciné par l'histoire comparative des grandes civilisations, il est également président de la société Oswald Spengler et donne des cours d'histoire mondiale à l'Institut catholique de Vendée. Son livre le plus connu, Le Déclin, compare la crise actuelle de l'Occident avec la chute de la République romaine au 1er siècle avant Jésus-Christ. Récemment, il a en outre publié des ouvrages tels que Renovatio Europae et Europa Aeterna sur une refonte conservatrice de notre continent, ainsi que Que faire ? Vivre avec le déclin de l'Europe, sorte de bréviaire destinée aux derniers Européens, voulant vivre et militer en dignité au milieu d'une société largement post-historique. Edgar Bug. Bonjour David Engels et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Votre travail est très inspiré de celui d'Oswald Spengler. Quels sont les éléments que vous partagez avec lui? Quels sont vos points de divergence? David Engels. Très généralement, je partage avec Spengler le constat selon lequel toutes les grandes civilisations traversent des stades morphologiques parallèles et sont mortelles, permettant de prédire au moins les lignes générales de l'évolution future des civilisations non encore pétrifiées. Et tout comme Spengler, je crois que la civilisation occidentale sera bientôt arrivée au bout de son parcours. En revanche, je ne partage pas la philosophie vitaliste de Spengler, dont le dualisme et le réductionnisme esthétique me semblent assez problématiques, c'est pourquoi je préfère sous-tendre mon approche morphologique personnelle d'une structure plutôt dialectique. Il y a aussi certaines dissensions techniques entre Spengler et moi, j'ajouterai une demi-douzaine de civilisations in ou méconnues par Spengler à sa liste, et procéderai à quelques datations différentes. Et finalement, je ne peux partager son enthousiasme pour la perspective d'une Europe dominée, selon lui, par l'Allemagne comme la « Nouvelle Rome », même si l'évolution de l'Union européenne actuelle comme système hégémonique germanique semble lui donner raison. La civilisation occidentale est au cœur de vos travaux, comment la définiriez-vous? Je procéderai par deux étapes. D'abord, celle historique, bien connue de tous, la civilisation occidentale ou européenne dont l'évolution morphologique proprement dite débute, selon moi, avec les Carolingiens et les Ottoniens, puisent ses inspirations dans la loi de l'Ancien Testament, la philosophie gréco-romaine, la transcendance chrétienne et les traditions multiples des peuples européens autochtones. Puis, il y a l'étape psychologique, la civilisation occidentale est animée par un esprit unique souvent décrit comme élan, faustien, et qui distingue la vision du monde de l'homme occidental de celle des autres grandes civilisations, comme l'importance de la corporalité des Grecs, du patriarcat des Levantins, de la vision karmique des Indiens ou de l'immanence des Chinois. Cet élan faustien nous pousse à décliner les différentes phases dialectiques de notre civilisation dans un esprit de dépassement de soi, de quête de l'impossible, de démesure en bien comme en mal, dans la transcendance comme dans le matérialisme, dans la contemplation comme dans la technologie. Pour visualiser cette particularité, il suffit de penser à l'opposition, et en même temps la continuité, entre la cathédrale gothique et le gratte-ciel new-yorkais. Quels sont les dangers qui la menacent? L'Occident actuel est menacé par deux dangers. L'un vient du dehors, il s'agit de la situation globale extrêmement dangereuse, où notre faiblesse a rendu possible la montée en puissance de la Chine, le danger de la migration de masse depuis l'Afrique, la radicalisation de l'islam, l'agression de la Russie, etc. L'autre, plus importante, vient de l'intérieur, c'est l'autodestruction de l'Occident qui suit à peu près les mêmes lignes que celles de toutes les autres grandes civilisations en fin de parcours, effondrement de la démographie, déclin de la religion, migration de masse, déconstruction de la famille, mondialisation, haine de soi, polarisation sociale, hédonisme, règne des milliardaires, pollution environnementale, une culture du pain et des jeux, et j'en passe. Qu'est-ce que l'espérialisme? En quoi peut-il constituer la solution aux problèmes de notre civilisation? Le vieillissement et la fossilisation de notre civilisation me semblent inévitables. En revanche, deux questions restent ouvertes. Premièrement, qui décidera de la forme finale que prendra notre civilisation avant de se pétrifier pour les siècles à venir? À Rome, ce fut la restauration augustéenne qui permit de mettre fin aux horreurs de la guerre civile et de donner un cadre politique définitif à la Méditerranée gréco-romaine sous forme de l'Empire romain. Deuxièmement,
Comment transmettre notre héritage culturel ainsi finalisé et canonisé aux générations futures et même aux civilisations qui succéderont, un jour, quelque part, à la nôtre? L'espérialisme tente de donner des éléments de réponse aux deux questions en mettant en avance l'urgence du développement d'un sentiment de patriotisme occidental, évitant à la fois la myopie du souverainisme nationaliste, totalement inapte à protéger nos intérêts dans un monde dominé par des États-civilisations, et l'erreur mondialiste visant le brassage indistinct des cultures et l'établissement chimérique d'un État mondial. Quel regard portez-vous sur la guerre en Ukraine? Cette guerre est-elle celle de Poutine ou assistons-nous à un conflit de civilisation? L'un n'exclut pas l'autre. Il est évident que cette guerre est liée à l'ambition de Poutine d'effacer du moins en partie la honte de la dissolution de l'Union soviétique en rendant à la Russie une partie essentielle de son ancien espace impérial. Mais au-delà de l'aspect individuel, cette guerre est en effet une guerre des civilisations. D'un côté, nous avons la logique civilisationnelle occidentale à laquelle une majorité des Ukrainiens souhaitent adhérer, et qui est marquée par l'État-nation, bien que son indépendance actuelle se trouve de plus en plus réduite par des structures fédérales telles que l'OTAN et l'UE, une société civile forte, bien que largement kidnappée par la gauche, des structures démocratiques participatives. Bien que de plus en plus sous la domination idéologique du wokisme, une économie libérale, bien que dominée désormais par le socialisme des milliardaires, et une certaine exaltation de la liberté individuelle, bien qu'aboutissant dans l'hédonisme, le matérialisme et le consumérisme. De l'autre côté, nous voyons, dans la civilisation russe, une approche bien distincte de la nôtre, et marquée par l'approche impériale du « mir » russe où la fragmentation volontaire des identités nationales non russes se mêle à une exaltation métaphysique de l'identité russe, le messianisme historique de la Troisième Rome, une idéalisation de l'autoritarisme comme seule forme de gouvernement adéquate à l'esprit russe, une manipulation massive de la religion, non seulement orthodoxe, mais aussi musulmane, à des fins politiques, etc. Spengler prévoyait déjà, en accord avec la plupart des penseurs russes du XIXe siècle, que la Russie, nonobstant une certaine occidentalisation, pétrinienne, superficielle, était une civilisation bien distincte de la nôtre, bien que nettement plus jeune, et la guerre actuelle me semble confirmer ce diagnostic. Comment expliquez-vous qu'en dépit de cette agression directe et brutale envers l'Occident, Poutine et la Russie ne soient toujours pas identifiés comme ennemis par de nombreux mouvements se réclamant du patriotisme en Europe et aux États-Unis? D'un côté, le rejet de ce que notre civilisation est en train de devenir explique assez bien qu'aux yeux de bon nombre de conservateurs, quiconque s'oppose ouvertement aux dérives actuelles immigrationnisme, culte LGBTQ, folie écologiste, multiculturalisme, hédonisme, instrumentalisation des droits de l'homme, américanisation, bien-pensance, haine de soi etc. semble être un allié naturel. Et Poutine sait jouer très bien la carte du défenseur des valeurs conservatrices, relayée depuis des années par des médias et des influenceurs pro-russes. Qui, en France ou en Allemagne, sait que la Russie actuelle est loin d'être la Sainte Russie, des images d'Épinal et est caractérisée par une oligarchie mafieuse, un déclin prononcé de l'orthodoxie, un essor spectaculaire de l'islam, un taux d'avortement unique en Europe, une politique vaccinale nettement plus répressive qu'en Europe, et que les opposants au régime ne voient pas seulement, comme en Occident, leur compte dans les réseaux sociaux bloqués, mais aussi leur propre personne. Enfermés dans des camps de concentration? Puis, d'un autre côté, n'oublions pas le budget considérable versé depuis la Russie afin de se constituer, parmi la droite, une cinquième colonne fidèle, pour beaucoup de conservateurs, mis au ban de la société et exclu des fortunes versées par la gauche sur ses fidèles, c'est la seule véritable source de revenus. La droite refusant d'ouvrir les yeux face à la Russie comme la gauche face à l'islam, comment l'Occident peut-il sortir de ce double aveuglement? Tout d'abord, par une grande honnêteté intellectuelle. Les États-Unis ne sont pas l'antidote universel au danger russe, car dans sa critique des dérives idéologiques de la gauche occidentale, Poutine marque sans doute des points, et il serait naïf et dangereux de le nier. Il nous faut, en effet, un retour à un patriotisme culturel basé sur la valorisation de nos structures de solidarité traditionnelles, non pas sur leur déconstruction. En revanche, la Russie ne m'en semble pas le meilleur garant d'un tel projet, expérialiste, d'abord, parce qu'en dépit de quelques ressemblances superficielles, les valeurs, conservatrices, russes sont assez divergentes culturellement de celles des conservateurs européens à cause de la vision très différente du monde et de l'homme, puis, parce que la Russie veut, avant tout, protéger son propre espace impérial. Si, par chance, les conservateurs européens arrivaient à construire un véritable empire européen, les Russes s'en sentiraient autant menacés que par l'OTAN et se mettraient à financer immédiatement une opposition de gauche. En même temps,
il ne faut pas non plus se leurrer sur l'agenda des États-Unis, même si je ne partage pas leur diabolisation si courante en France après tout, il s'agit probablement du pays occidental où le conservatisme est encore le plus présent au sein de la société et des structures de pouvoir, nonobstant l'immense influence qu'exerce le wokisme par le biais du deep state sur le gouvernement actuel et, par lui et la culture hollywoodienne, sur le monde entier, l'Europe ne peut éternellement se confiner au rôle de parent pauvre de l'Empire américain. Et bien que les États-Unis réclament depuis des années un investissement militaire plus conséquent de la part des États européens au sein de l'OTAN, je ne suis pas sûr qu'ils verraient l'établissement d'une véritable force militaire et politique autonome sur notre continent d'un très bon œil. Ni les Russes, ni les Américains ne peuvent nous sauver, comme l'Italie au XIXe siècle, l'Europe doit se faire elle-même. Quelles leçons l'Occident doit-il tirer de cette guerre? Ce drame ne démontre-t-il pas l'urgence de délivrer l'Occident des errances idéologiques dans lesquelles il s'est enfermé? En effet, il est grand temps d'abandonner le suicide identitaire et spirituel dont souffre l'Occident et de nous réarmer, tant dans le sens littéraire que littéral du mot. Malheureusement, une grande partie des Occidentaux est déjà entrée dans la post-histoire, à un tel point que je doute de la possibilité d'en refaire un peuple. Un tel revirement pourra, au mieux, concerner une petite élite qui, une fois aux manettes d'un appareil médiatique, institutionnel et éducatif adéquat, pourra mener une part majoritaire des citoyens vers une acceptation superficielle de positions conservatrices, bien que plutôt par opportunisme que par véritable conviction. Après tout, je ne crois pas que l'adhésion aux positions de gauche soit fondamentalement plus enthousiaste, les hommes de la post-histoire veulent surtout jouir de leur vie et être débarrassés du poids du passé. Depuis le début du conflit, le couple franco-allemand se trouve discrédité, alors que la Pologne s'est montrée exemplaire dans tous les domaines, l'accueil des réfugiés, la livraison d'armes à l'Ukraine, etc. Pensez-vous que la Pologne puisse devenir une puissance majeure de l'Europe dans les années à venir? Non, je ne le crois pas malheureusement. D'abord pour des raisons de taille, non seulement démographiques, mais aussi économiques, bien que l'économie polonaise actuelle s'accroisse, profitant à la fois de la non-saturation du marché national et de la délocalisation d'entreprises et de capitaux venant de l'Occident, cette expansion connaîtra, tôt ou tard, un déclin analogue à celui qu'on constate en France ou en Allemagne. À défaut d'investir massivement dans le développement de technologies futuristes, la Pologne subira, à la longue, le même sort que ses voisins. Certes, elle pourra profiter un moment de son statut d'îlot préservé de la migration de masse si l'Occident s'embrasse dans le clash des civilisations, mais si la France et l'Allemagne sombrent, la Pologne sombrera aussi. Puis, pour des raisons d'idéologie, tant que Berlin, Paris, Bruxelles et surtout Washington continueront à être dominés par la gauche woke, celle-ci fera tout pour faire chavirer le conservatisme polonais. Ce serait uniquement grâce à un partenariat étroitissime avec les autres États Visegrad et Trimarium que la Pologne pourrait tenter de devenir un troisième pôle de pouvoir en Europe. Mais j'avoue ne pas avoir observé beaucoup de progrès à ce niveau ces dernières années, au contraire, tous les projets de ce genre piétinent sur place. De même, l'espoir de voir l'Ukraine, une fois la guerre terminée, se transformer en un allié inconditionnel de la Pologne me semble assez naïf. Kiev s'alignera sur celui qui financera sa reconstruction. Et dans l'état actuel des choses, cet argent viendra de Berlin, non pas de Varsovie. Cette guerre a fait sauter un tabou, l'Allemagne et le Japon ont annoncé un réarmement sans précédent depuis la fin du dernier conflit mondial, c'est une page de l'histoire qui se tourne. Pensez-vous possible que ce mouvement puisse également emporter la mauvaise conscience de l'Occident hérité de cette période, et qui constitue la principale arme de guerre psychologique de nos ennemis? Je ne crois pas. D'abord, ce réarmement allemand est un grand leurre, jusqu'à présent, rien de concret n'a encore été fait, et l'état de la Bundeswehr est plus mauvais que jamais, et il y a fort à parier que les sommes faramineuses annoncées depuis mars 2022 aboutiront dans des programmes de formation à la diversité, au financement de la parité homme-femme au sein des troupes, à l'extension du programme de construction de chars adaptés aux besoins de femmes enceintes. Ce n'est pas une blague, ou recrutement systématique de minorités musulmanes. Le seul point sur lequel je vois, en effet, un durcissement du langage martial en Allemagne, c'est dans le renforcement de la lutte contre la droite. Depuis la guerre en Ukraine, la persécution du conservatisme a connu un nouveau sommet en Allemagne, et une bonne partie de la justification de cette lutte est la mise en avant de la similitude apparente entre les valeurs de l'ennemi russe et les valeurs conservatrices occidentales. Celui qui défend, aujourd'hui, la famille ou s'oppose à l'avortement se voit critiqué pour délit d'imitation de Vladimir Poutine. Retrouvez David Engels sur Twitter @davidengels12 et ses travaux sur son site.
Les liens sont dans la description. Cet audio vous a plu? Abonnez-vous à notre chaîne afin de recevoir tout notre contenu et soutenez-nous sur Tipeee, le lien est dans la description.